Question d'actualité. Question d'actualité, une émission du journal parlé de Radio Sénégal. Ils sont nombreux, les pères et mères de famille qui se sont endettés auprès des banques pour faire face aux dépenses liées à la rentrée scolaire et à la Tabaski. L'occasion pour ces établissements financiers de se sucrer sur leur dos et de poursuivre la politique de surendettement et de dépendance des clients. Pour en parler, Michel Diouf reçoit ce samedi 19 octobre Famara Ibrahima Cissé, président de l'Association des clients et sociétaires des institutions financières. Au cours de cette émission, il sera aussi question, entre autres, des taux d'intérêt, des agios, des frais de dossier chers. Question d'actualité, un samedi sur deux, de 13h30 à 14h30 sur Radio Sénégal International 92.5. Question d'actualité, nous y sommes. Famara Ibrahima Cissé, bonjour. Bonjour, Michel. Vous êtes endetté? Très endetté. Comme dit dans la bande-annonce, vous êtes le président de l'Association des clients et sociétaires des institutions financières ACSIF, une structure peu ou pas connue des Sénégalais, et vous allez nous la présenter, cette association. Merci de m'avoir invité à votre émission Question d'actualité. Permettez-moi tout d'abord de remercier aussi tous les techniciens qui concourent à la réalisation de cette émission. Saluer tous les auditeurs de la Radio Sénégal International. Suite à la fête de Tabaski, solliciter, demander à ce que nos péchés que Dieu absolve nos péchés et que Dieu exauce nos prières. Amen. Michel, la facilité dans le captage de votre fréquence, le professionnalisme de vos agents, la qualité de vos programmes et la clarté même de l'écoute de Radio Sénégal International atteste que vous êtes la première radio de ce pays et que la radio est la radio la plus écoutée. Merci pour ces fleurs. Répondez maintenant à ma question. L'association des clients et sociétaires des institutions financières est une association qui a pris naissance en 2009 suite à un constat. Il nous a été donné de constater qu'il y a énormément de problèmes, énormément de difficultés entre clients et banques s'il s'agit de banques, sociétaires et microfinance s'il s'agit de microfinance. Donc énormément de problèmes qui ont fait que nous avons pris conscience et nous nous sommes mobilisés pour venir à bout, n'est-ce pas, de ces monstres financiers qui sont en train de nous maintenir dans une dépendance et un endettement, n'est-ce pas, qui ne se justifie guère. Alors, pourquoi une association des clients et sociétaires des institutions financières? Oui, pour combattre l'injustice, parce qu'il y a beaucoup d'injustice au niveau des institutions financières. Vous savez, la banque est plus forte que le client. C'est un contrat qui n'est pas un contrat d'égal à égal. Donc, tous les clients sont en train de souffrir dans les institutions financières. Individuellement, nous ne pouvons pas régler ce problème, mais si nous nous mettons en association, en regroupant autour de nous toutes les forces vives de ce pays, nous arriverons peut-être à faire reculer ce monstre financier qui est en train de nous ruiner. Mais s'il y a des gens qui vont vers les banques contraints et forcés à cause de la bancarisation, M. Cissé, il faut bien admettre qu'il y en a par contre qui y vont de leur plein gré. Oui, mais la bancarisation, vous savez, a été généralisée par l'État sans mesure d'accompagnement. Le trésor public ne paye plus, les billetages ne payent plus, un gros marché que l'État a octroyé aux banques. Parce qu'aujourd'hui, si tous les salaires sont virés dans les institutions bancaires, les institutions bancaires vont couper des frais, des agios, etc. Donc c'est un gros marché que l'État a octroyé aux banques. Parce que c'est sur la demande des banques qui ont dit à l'État que le taux de bancarisation était très faible au Sénégal, 6%. Maintenant, si l'État les aide à ce qu'une bancarisation soit faite en outrance, elles lui seront très reconnaissantes. Malheureusement, nous assistons aujourd'hui au contraire même. Et que l'État a bancarisé sans pour autant prendre des mesures d'accompagnement. Et ces mesures d'accompagnement pouvaient être la formation d'abord des clients, parce qu'auparavant, ce qui s'est passé, c'est quoi? C'est qu'un salarié, d'abord, son salaire était viré au niveau du trésor. Il percevait au trésor en attendant de voir la banque la mieux placée, la banque la moins onéreuse, pour tout simplement y adhérer. Malheureusement, aujourd'hui, tel n'est pas le cas. Vous êtes obligé, au sortir, n'est-ce pas, de l'école de formation, de choisir impérativement une banque.
un autre problème, c'est que l'État aussi n'a pas été vigilant. Il aurait dû demander aux banques d'afficher tous leurs produits, toutes leurs modalités sur le net, pour que ceux qui ne s'y connaissent pas puissent aller sur le net, voir, regarder le fonctionnement des institutions financières, combien coûte le certificat d'engagement, etc., combien coûte le certificat, comment y entrer, comment sortir, quelles sont les modalités de fonctionnement. Malheureusement, rien n'a été fait de tout cela. C'est pourquoi je dis qu'il n'y a pas eu de mesure d'accompagnement avec cette bancarisation en outrance qui aujourd'hui est en train de ruiner cette population. Je suis d'accord pour la bancarisation, je ne suis pas contre la bancarisation, parce que nous arriverons à un moment où les billets de banque en réalité coûtent à la BCEAO très cher, coûtent à nos pays pauvres trop cher, parce que pour la confection des billets de banque, les États déboursent énormément de sous. Donc avec la bancarisation, tout le monde aura son compte, et à l'image peut-être des pays développés, les gens auront des cartes comme des cartes vertes, comme les cartes GAP, de sorte que toutes les opérations se feront avec ces cartes-là. Nous arriverons à un moment où les banques vont retenir la liquidité pour permettre aux clients et sociétaires de pouvoir faire des opérations via leurs cartes. Et cela est bien parce que tout simplement, ça va réduire le coût, n'est-ce pas, de la confection de ces billets de banque qui se dégradent très vite dans nos pays sous-développés, parce qu'il y a la vendeuse de cacahuètes qui en prend, le vendeur de charbon qui en prend, donc ces billets sont très mal usités, c'est très mal utilisé par les populations. Donc avec la bancarisation, peut-être nous arriverons avec des cartes vertes. Malheureusement, aujourd'hui, il nous est donné de constater qu'avec ces cartes, toute opération impacte sur les agios. Et à compter de la deuxième opération le jour, on vous facture quelque chose comme 500 et quelques dans les institutions. Nous reviendrons tout à l'heure sur les agios. En attendant, votre association, vous devez le reconnaître, fait face à des structures puissantes, financièrement parlant. De quels moyens ou de quel instrument disposez-vous pour leur faire face? Très bien. Vous savez que nous c'est une association qui regroupe tous les clients. C'est une banque, c'est comme une boutique qui vend. Il suffit de voir une boutique, une banque en l'occurrence, qui ne fait pas correctement son travail ou bien qui se voue à un banditisme financier, pour que nous demandions tout simplement d'abord, dans un premier temps, en guise d'avertissement, aux clients qui sont à l'intérieur, n'est-ce pas, de la banque, de boycotter tous les produits bancaires. Carte GAP, prêt Tabaski, prêt voiture, etc., etc. Une boutique qui ne vend pas à l'intérieur ces produits, n'est-ce pas, ira droit vers la faillite. Si la banque persiste, nous demanderons aussi aux clients qui sont dehors de ne plus adhérer dans cette institution bancaire. Et encore faudrait-il que vous soyez assez connus et assez nombreux pour pouvoir exercer ce genre de pression. Actuellement, nous sommes très bien connus parce que nous existons pratiquement dans tous les départements. Nous avons des points focaux un peu partout. Et vous êtes combien de sociétaires? Ah oui, nous sommes très nombreux. Très nombreux, Michel, combien? je vous dis que nous sommes très nombreux. Nous faisons plus de 3000 actuellement, au moment où je vous parle. 3000 clients et sociétaires qui ont marqué leur adhésion. 3000, ce n'est pas beaucoup. Ce n'est pas beaucoup, mais c'est-à-dire que 3000 qui ont compte le Sénégal, un peu plus de 100 000. Oui, mais vous savez qu'il y a des membres qui n'ont pas encore acheté la carte de membre. Ce sont des membres de droit. Mais pour les membres, concernant les membres de fait qui ont pris les cartes de membres, ils font pratiquement 3000. Est-ce que vous voyez? Alors, pour faire face aux institutions financières, il faut une certaine expertise, car elles ont une explication à tout, ces banques. Alors, votre association est-elle bien outillée dans ce sens? Très bien outillée. L'expertise. Très bien outillée. Vous savez, nous recevons pas mal de dossiers. Et si nous recevons les dossiers dans un premier temps, nous les envoyons au niveau du médiateur des banques, qui tranche ou bien qui nous donne une explication par rapport à ces dossiers-là. Et aussi, nous côtoyons beaucoup les experts qui sont au niveau du ministère des Finances via son observatoire pour la qualité des services financiers. Au-delà de ça, nous avons aussi le soutien des retraités de la Banque centrale qui aussi ont accepté le principe de nous accompagner en expertise. Vous voyez, donc ces gens-là aussi, nous allons vers eux pour demander des conseils, pour demander aussi des explications par rapport
à certaines problématiques que les clients rencontrent dans les institutions bancaires. Donc actuellement, je dis que nous sommes très bien outillés et il y a en matière de justice, il y a des hommes de droit qui nous soutiennent. Nous avons des inspecteurs du travail qui nous soutiennent, des inspecteurs du commerce aussi qui nous soutiennent. Est-ce que vous avez des avocats, par exemple? Oui, nous en avons des avocats qui, du point de vue juridique, nous apportent beaucoup de soutien. Donc, vraiment, je pense que nous sommes très bien outillés pour le moment. Et nous invitons aussi toutes les autres forces à venir s'associer à nous en matière d'expertise. Comment adhérer à votre association? C'est très facile. Il vous suffit tout simplement d'acheter la carte de membre qui coûte 2000 francs. Il y a des localités où la carte n'est pas encore arrivée, mais bientôt la carte sera à la disposition de tous les Sénégalais. Il suffit aussi pour les clients de m'appeler au numéro 77 904 14 98, 77 904 14 98, pour qu'ils puissent détenir leur carte de membre et qu'ensemble nous puissions combattre ce monstre financier. Famara Ibrahima Cissé, président de l'association des clients et sociétaires des institutions financières. Alors, le prétexte de cette invitation, ce sont la Tabaski et la rentrée des classes en ce mois d'octobre. Pour faire face, beaucoup de clients et sociétaires ont dû s'endetter. Peut-on parler au Sénégal de surendettement et de dépendance? Effectivement, il y a bel et bien surendettement. Vous savez, toute cette publicité qui tourne autour des prêts de scolarité, des prêts Tabaski, c'est à des taux exorbitants. Vous savez, la banque fait du commerce. Le banquier achète de l'argent pour le revendre moyennant des intérêts. Donc, les banques sont régies par les lois du commerce. Cet argent, la banque l'achète quelque part, au niveau de la BCEAO, si nous pouvons aller dans les taux d'intérêt, si vous permettez, à un taux de 2,75, parce que c'était 3, la Banque centrale a diminué de 25 points base son taux d'intérêt. Maintenant, c'est 2,75%. Pour les banques, pour les microfinances, c'est 3,75. Donc, c'est inadmissible qu'au moment de la revente, même après publicité, que les banques nous revendent cet argent à des taux de 12%, 14%. Alors, nous parlerons tout à l'heure des taux d'intérêt. En attendant, nous allons prendre notre premier intervenant en ligne. Souleymane Diak, bonjour. Bonjour, Tel. Alors, il y a quelques années, vous avez fait un prêt auprès d'une institution financière, mais cela vous a coûté cher. Oui, pour ne pas la nommer, c'est le Crédit Mutuel du Sénégal. Oui. J'ai contracté un prêt de 11 500 000. Et au finish, je vais devoir payer près de 19 millions. Alors, je crois qu'il y a peut-être 2 ou 3 ans de cela, Madame la directrice de la réglementation, c'est un service domicilié au ministère des Finances, est venue en mission à Kolda. Et dans son exposé, elle a fait comprendre en assistance que l'État du Sénégal permettait aux institutions financières, notamment les microfinances, un taux d'intérêt qui plafonne 24%. Au-delà de 24%, ce n'est pas bien. Mais j'étais étonné quand moi j'ai pris la parole. J'ai dit, mais Madame la directrice, vous trouvez que 24% est un taux normal? Elle me dit, oui, c'est ça la loi. J'ai dit, mais moi je pense que 24% est un taux usurier. Moi qui vous parle, Madame la directrice, mais c'est un peu le calcul. Je suis un littéraire, je suis journaliste, je ne suis pas un mathématicien, mais de 11 millions à 19 millions pratiquement, c'est quoi? Près de 8 millions d'intérêts sur ma tête. Et je dis encore, le président Macky Sall, au mois de décembre passé, avait fait un clin d'œil lors d'une rencontre des gouverneurs de la BCEAO. Et à l'époque, il avait demandé à ce que la BCEAO amène en tout cas les institutions financières à diminuer le taux d'intérêt parce que c'était quand même trop. L'on sait aujourd'hui que toutes les banques sont super liquides. Mais malheureusement, les sociétaires souffrent. Et je dis particulièrement par rapport au Crédit Mutuel du Sénégal, les microfinances. Mais l'intérêt, si vous voulez, l'idée de départ des microfinances, ce n'était pas de s'enrichir sur le dos des gens. Mais on prend l'exemple du Crédit Mutuel. Mais comment une institution comme le Crédit Mutuel parvient à créer une fondation? Où est-ce qu'elle a enlevé cet argent de cette fondation-là? Cela veut dire qu'elle a généré tellement d'intérêts qu'elle a créé une fondation. Au lieu de retourner ces intérêts-là sur les sociétaires pour baisser le taux d'intérêt, bien, elle ne l'a pas fait. Alors, Monsieur Diak? Oui. Alors, quand vous contractiez cette dette-là, vous l'aviez fait en connaissance de cause? Absolument. Ça a été d'ailleurs la question de Madame la directrice. Je lui ai dit, mais Madame la directrice, ce que je n'ai pas pu obtenir
obtenir au niveau de la SGBS, c'est ce que j'ai obtenu. J'ai bien au niveau du Crédit Mutuel. Parce que la SGBS me disait qu'il ne pouvait pas me prêter compte tenu de mon âge avancé aujourd'hui. Mais je suis à côté de la retraite. Et le Crédit Mutuel l'a accepté. C'était à prendre ou à laisser. Sinon, j'allais à la retraite sans avoir en tout cas un toit. Dieu merci. Malgré toutes les difficultés, mais sachez que c'est des logs humains qui sont en train de se promener comme ça, des surendettés. Il ne faudrait pas que l'État, en tout cas, ferme les yeux sur cet aspect-là. Nous suivons aujourd'hui les télés, nous suivons aujourd'hui ce qui se passe en Asie, où des gens surendettés se suicident. Cela risque d'arriver un jour au Sénégal. Et tout récemment, je crois qu'il y a un commando qui a dégainé son arme au niveau de la BICIS. Pourquoi? Pour simplement avoir un papier pour montrer qu'il n'avait absolument rien du tout vis-à-vis de la BICIS. On l'a fait traîner. Et au final, il était au bout de ses nerfs, il a sorti son arme. Voilà le problème. Je vous remercie. Merci beaucoup pour ce témoignage. Souleymane Diack, notre confrère et doyen qui témoignait. Alors, Famara Ibrahima Cissé, que faites-vous face à une telle situation? C'est exactement la vérité, ce qu'il vient de dire. Parce que j'ai été même à cette rencontre où la directrice de la réglementation parlait de ce cas de figure. C'est pourquoi je dis que les textes sont caducs. Il faudrait les réadapter et les adapter aux réalités de notre pays. Effectivement, les microfinances vont jusqu'à des taux de 24, de 27%. C'est exorbitant, c'est des taux prohibitifs, c'est des taux qui tuent les PME, c'est des taux qui tuent les PMI, c'est des taux qui tuent même l'agriculture dans notre pays. Alors que aujourd'hui, ces PME, vous avez entendu qu'il y a 300 PME qui ont fermé boutique. Est-ce que vous voyez? Tout ça, c'est à cause de ces taux d'intérêt exorbitants. Le chef de l'État lui-même a eu à dénoncer ces taux d'intérêt. Souleymane Diack l'a dit tout à l'heure. Est-ce que vous avez cherché à le rencontrer? Effectivement, le 25 septembre 2012, nous avons écrit une lettre au président de la République pour qu'il intercède auprès des banques afin qu'elles diminuent le taux d'intérêt. Et si vous avez bien bonne souvenance, vous l'avez dit, le 5 novembre, je pense bien 2012, si j'ai bonne souvenance, le président de la République est monté au créneau pour demander aux banques de revoir le taux d'intérêt. Malheureusement, jusqu'à présent, rien n'a été fait. Et entre-temps, la Banque centrale a diminué ses taux de 25 points base. C'est-à-dire que les taux étaient de 3%. Aujourd'hui, les taux d'intérêt au niveau de la Banque centrale sont de 2,75%. Malheureusement, jusqu'à présent, aucune banque n'a revu ses taux d'intérêt. Et que la Banque centrale, lorsqu'elle diminue ses taux, c'est pour qu'il y ait une répercussion au niveau des banques, pour qu'elles diminuent le taux d'intérêt. C'est pourquoi nous, aujourd'hui, nous réclamons une structure intermédiaire où il va figurer les banquiers, une structure qui va regorger les banques, les représentants de l'État et les représentations des associations de consommateurs, c'est-à-dire parce que nous sommes une association de consommateurs, donc l'association des clients et sociétés des institutions financières, pour que toute diminution de la Banque centrale, n'est-ce pas, soit sentie par les populations. C'est ça. Alors, en réalité. À côté de ces taux d'intérêt, il y a les intérêts dégressifs. Oui. Vous pouvez nous en parler? Oui, les intérêts dégressifs, c'est encore de l'arnaque, c'est de l'usure. Vous savez. C'est quoi d'abord ces intérêts dégressifs? Les intérêts dégressifs, c'est-à-dire que les premiers mois, vous ne passez qu'à rembourser des intérêts au détriment du principal. Si vous regardez bien votre tableau d'amortissement, vous ne voyez que des intérêts à rembourser. Vous commencez d'abord par rembourser les intérêts avant de rembourser le prêt proprement dit. Je vous donne un exemple. Il y a un enseignant qui avait pris un prêt de 1,7 million, payable en 5 ans. Après l'avoir remboursé pendant 10 mois, à raison de 45 000 francs le mois, il a eu un rappel, il est parti voir son banquier pour lui demander le paiement par anticipation. Il veut rembourser le prêt par anticipation. Le banquier, j'ai le dossier qui est là, lui a demandé, n'est-ce pas, il a demandé au banquier combien il lui restait en réalité sur son prêt qu'il a eu à rembourser pendant 10 mois à raison de 45 000 francs le mois. Le banquier lui a dit exactement, il te reste à rembourser 2 316 765 francs. Un montant supérieur au montant qu'il avait déjà contracté et qu'il a eu à rembourser pendant 10 mois à raison de 45 000 francs le mois. Vous vous rendez compte? C'est de l'usure, c'est de l'arnaque, c'est du vol contre nos tenues, du certificat d'engagement, nous en reviendrons, du certificat de non-engagement, des pénalités, des frais de clôture de compte. C'est extravagant.
Vous voyez? Donc ça, c'est du vol. C'est ça les intérêts dégressifs. Les intérêts dégressifs, c'est que les premiers mois, vous ne passez qu'à rembourser des intérêts au détriment du principal. Alors, il y a aussi la quotité incessible et insaisissable qui est souvent violée par les institutions financières. C'est quoi cette quotité incessible et insaisissable? Vous savez, vu le caractère alimentaire et social du salaire, le législateur a scindé le salaire en deux parties. Une quotité cessible, saisissable, communément appelée le tiers du salaire, mais qui en réalité ne fait même pas le tiers du salaire, que le travailleur peut céder et que le créancier peut saisir. Je disais que ça ne fait même pas le tiers du salaire, parce que je donne deux exemples. Pour un salaire de 60 000 francs, la quotité cessible, saisissable, c'est 13 000 francs. Donc, vous voyez que ça ne fait pas le tiers. Pour un salaire de 150 000 francs, la quotité cessible, saisissable, c'est-à-dire que ce que la banque peut prendre, c'est 45 000 francs. Une autre partie que l'on appelle la quotité incessible, insaisissable, que le travailleur ne peut céder et que la banque ne doit prendre en aucun cas. Ce qui va lui permettre de vivre. Voilà, parce que c'est le nécessaire alimentaire. Parce que, en réalité, c'est d'après la convention numéro 95 sur la protection du salaire de l'Organisation internationale du travail, de l'OIT. Ce principe est repris par le Code de procédure civile en son article 381. Malheureusement, vous allez à la banque à la fin du mois, des salariés se retrouvent avec des salaires dérisoires de 9 000 francs, de 3 000 francs, et parfois même des salariés qui restent 2 à 3 mois sans percevoir leur salaire parce qu'on leur dit c'est vous qui nous devez de l'argent. Et nous avons un cas concret justement, Famara Ibrahima Cissé. Nous avons Amadou Sy en direct au téléphone. Bonjour monsieur Sy. Ouais, bonjour monsieur. Comment vous allez? Ça va, alhamdoulilah. Très bien, vous arrivez à tenir? Oui. Alors, vous nous expliquiez tout à l'heure que depuis 4 mois, vous êtes sans salaire. Expliquez-nous un peu. Depuis le 11e mois, depuis le 31 septembre 2013, mon société, il m'a envoyé 113 000 francs. Je récupère un seul franc là-bas. Après le mois suivant, il m'a envoyé 104 300. Je ne récupère rien absolument là-bas. Le suivi, le 113 350. Tous les 3 mois de bulletin de salaire, je ne perçois pas un franc dans ma compte. Toujours si elle est là-bas, de vérifier dans ma compte, il m'a dit c'est toi qui dois donner l'argent parce que tu es aucune là-bas, tu es déficitaire. Alors, soyons un peu plus clairs. Cela veut dire que votre société vire votre salaire à la banque et vous n'arrivez pas à entrer en possession de votre argent parce que la banque vous a tout pris. Oui, il a tout pris, oui, il a tout pris. 4 mois sans salaire actuellement, je suis là. C'est pas moi seul, d'autres de mon collègue, il y a beaucoup de collègues là-bas, ils sollicitent comme ça, là, ils manifestent. Nous tous, on est pris en otage dans les banques. Et vous aviez contracté un prêt auprès de la banque? Oui, je suis le contractuel, mais si les sociétés envoient les sommes, 150 000 ou 180 000, mais les banques, ils prient tout, parce qu'ils disent les ASIO, les départements, les prêts de sociétés, les prêts de banques, ils prient 58 000 francs pour prêt, il prie 28 000 francs pour ASIO, il prie l'assurance 7 000 francs, il prie les séquiers, les messélias, tout. En tout cas, il fait beaucoup de mamies pour prendre tout notre salaire. Nous, on est actuellement, on est pris en otage. Le monsieur Cissé là, oui. Il appelait l'autre jour une émission dans les radios. Je vais l'appeler, je dis, en tout cas, vraiment, s'il est fait comme ça, nous tous, on est derrière toi, parce que nous tous, on a pris en otage. Alors, dites-moi, monsieur Sy, comment faites-vous pour vivre? Quoi? Comment faites-vous pour vivre? Actuellement? Oui.
Actuellement, si c'est ma femme, je vais sortir de faire un mandat dans la rue. Hein. Je vous remercie. Merci Amadou Sy qui témoignait en direct. Monsieur Cissé, Famara Ibrahima. C'est triste, c'est désolant. L'État ferme les yeux, malheureusement, et c'est le scénario qui se passe dans les banques. Il a expliqué, c'est la vérité. Moi, j'ai assisté un jour à la mosquée, l'imam de la mosquée demandait pour un enseignant fonctionnaire, parce que tout simplement, celui-là a été à la banque. Malheureusement, la banque lui a dit qu'il ne te restait plus rien. Tu n'as plus rien, c'est toi-même qui lui dois de l'argent. C'est inacceptable. C'est une violation flagrante de la quotité. L'État, la BCEAO, c'est l'Organisation internationale du travail qui protège les 2/3 du salaire. Et l'esprit, c'est qu'au sortir de la banque, le client ou le sociétaire doit se retrouver entre ses mains, doit se retrouver avec les 2/3 de son salaire entre ses mains. Malheureusement, cette quotité-là est largement La violée. banque ne peut pas tout lui prendre. Non, les 2/3, plus des 2/3. Je dis, pour 150 000 francs, la banque n'a le droit de prendre que 45 000 francs. Maintenant, il y a des cas où la banque peut aller au-delà. Comment ça va se passer? C'est sur la demande du client adressée au président du tribunal pour une cession volontaire. Cette demande doit être accompagnée de papiers attestant que le client a des revenus supplémentaires, d'autres revenus au-delà de son salaire. Il présente tous ces papiers-là au président du tribunal. Le président du tribunal sort une décision de justice pour permettre à la banque, sur la base d'un calcul de la quotité, c'est-à-dire que de son salaire et de ses revenus supplémentaires calculés sur la base de la quotité, le président du tribunal autorise à la banque d'aller au-delà de cette quotité-là. Est-ce que vous voyez? Malheureusement, sans décision de justice, la banque se donne le droit de prélever au-delà de la quotité. Et quelles sont les voies de recours pour ces clients? Maintenant, ces clients-là, s'ils nous appellent, nous allons interpeller dans un premier temps le banquier pour voir en réalité ce qui se passe. Si la banque viole, parce qu'il y a beaucoup de banques qui violent cette quotité saisissable, mais si nous nous rendons compte que la banque viole cette quotité-là, nous, dans un premier temps, nous allons donner un avertissement à la banque pour qu'elle lui donne son salaire. Si la banque refuse de sonner, nous allons dénoncer et demander aux clients de ne plus adhérer dans cette institution financière et en même temps alerter l'État sur cette question-là. Parce que j'ai assisté à un autre scénario, c'est-à-dire que j'ai vu 2 enseignants qui pendant 2 mois sont restés sans salaire. Et j'ai été avec elles, c'est des enseignantes même, j'ai été avec elles à la banque et lorsque j'en ai parlé au banquier, ce mois-là, ces clientes-là ont reçu leur salaire à la quotité incessible. Question d'actualité reçoit ce samedi Famara Ibrahima Cissé, c'est le président de l'association des clients et sociétaires des institutions financières ACSIF. Alors, monsieur Cissé, il se trouve que quand vous sollicitez un prêt, il y a des frais de dossier prélevés directement sur la somme demandée, une façon de se sucrer également sur le dos des clients. Et ce qui est plus grave, c'est qu'on ne dit rien. Il y a un problème de communication dans la banque. La banque vous dit, je vais vous donner 10 millions. Ou bien je vais vous donner 2 millions, supposons. Je prends l'exemple de 2 millions tout le temps. La banque vous dit, je vais vous donner 2 millions. Vous acceptez le principe, vous projetez, vous faites un projet sur la base de 2 millions, vous faites la demande, vous donnez tous les papiers qu'il faudra pour obtenir ces 2 millions. La banque ne vous dit rien. C'est au moment du décaissement, et au moment du décaissement seulement, que la banque vous dit en réalité que je vais prélever 4% de ce prêt-là en guise de frais de dossier. Ce qui est inacceptable. C'est des montants exorbitants. 4% de 2 millions, vous voyez que c'est 80 000 francs. C'est trop. Déjà, le projet que vous aviez bien ficelé est dans l'eau. Donc, ce qui veut dire tout simplement que ces banques-là mentent en réalité, ne disent pas la vérité aux clients. Ces frais de dossier-là coûtent excessivement cher et absolument rien ne les justifie. Et qu'est-ce qu'il y a lieu de faire pour que les banques... Nous sommes en train de dénoncer ces frais de dossier exorbitants. Il faudrait que l'État, parce que c'est là où nous interpellons l'État, parce qu'aujourd'hui, non seulement les clients ne peuvent pas accéder à la liquidité, mais s'ils accèdent à la liquidité sur la base d'un projet qu'ils avaient, le projet de facto est dans l'eau parce que tout simplement, ils ne reçoivent pas la totalité de la somme. Parce que tout simplement, il y a vice de consentement. La banque ne leur a pas dit toute la vérité sur la somme qu'ils vont recevoir. Et nous demandons à l'État de
d'intervenir pour que ces banques-là... Le problème, c'est qu'on ne vous entend pas beaucoup, Famara Ibrahima Cissé. 6%, nous sommes en train de faire le tour des organes de presse pour donner l'information, pour aussi sensibiliser les clients, les sociétaires. Ça ne suffit pas, il faut peut-être aller vers les clients, vers les sociétaires. Si nous sommes en train d'aller vers les sociétaires, c'est pourquoi j'ai donné mon numéro de téléphone. Vous savez, au sortir de cette émission-là, beaucoup de Sénégalais vont m'appeler pour marquer leur adhésion, et deuxièmement, pour, n'est-ce pas, marquer leur appartenance, n'est-ce pas, à l'association. Alors, parlez-nous maintenant des recouvrements saisis. C'est quoi les recouvrements saisis? Vous savez, pour la saisie, il faut fondamentalement 2 facteurs. La décision de justice et la présence d'un huissier. Malheureusement, sans décision de justice et sans présence de huissier, la banque, en complicité, je le dis bien, en complicité avec des agents de la police, saisissent des biens de clients, ce qui est inacceptable. La banque prend sur elle la responsabilité de saisir des biens. Vous voyez que c'est extrêmement grave, sans décision de justice. Il faut que la banque porte plainte d'abord au niveau du président du tribunal pour dire aussi aux clients qu'il n'y a pas de délit pénal en matière de banque, en matière de prêt. C'est une affaire civile. Maintenant, une décision de justice va sortir après. C'est-à-dire que la banque, après plusieurs relances, porte plainte. Si elle porte plainte, elle obtient gain de cause. Le président du tribunal sort une décision de justice pour la saisie, n'est-ce pas, de biens du client. C'est en ce moment seulement que la banque va prendre cette décision de justice, trouver un huissier pour que le huissier exécute, n'est-ce pas, la saisie. Malheureusement, sans décision de justice, sans présence de huissier, les banques se donnent l'autorité de saisir, d'humilier des clients. Et ce qui est encore grave, saisie sur salaire. Vous savez, vous êtes salarié. Ces clients ont la possibilité de porter plainte. Oui, mais beaucoup de clients, vous savez, beaucoup de clients ne connaissent pas les rouages bancaires. Ils ne savent pas. C'est le malheur. Il n'y a pas une formation en matière de banque. Je vous donne un exemple. Vous êtes salarié, vous cautionnez un commerçant. La banque prend, n'est-ce pas, la peine de répertorier tous les biens du commerçant. Vous, avec votre bulletin de salaire, vous cautionnez. Après plusieurs mois de remboursement, si, n'est-ce pas, le commerçant est dans l'incapacité financière de rembourser le prêt, la banque ne cherche même pas à comprendre, elle suspend ou bien elle saisit le salaire. Une autre forme de saisie qui demande une décision de justice. Malheureusement, tel n'est pas le cas. Vous voyez, beaucoup de salariés ont vu leur salaire suspendu ou saisi par la banque sans décision de justice. Vous voyez, alors qu'ils n'ont pas l'information que c'est une forme de saisie qui requiert une certaine procédure. Donc les banques sont en violation flagrante de la réglementation bancaire, de la procédure judiciaire. Alors nous allons prendre notre 3e intervenant au téléphone. Il s'agit de Jean-Léopold Gueye. Bonjour. Bonjour, monsieur. Alors, vous êtes un ancien soldat et vous avez eu maille à partir avec une banque de la place. Ancien soldat, ancien agent de sécurité. Monsieur Gueye? Oui. On vous entend pas très bien. Vous pouvez vous déplacer un peu? Allô, vous me recevez bien? Voilà, très bien maintenant. Ok, donc ancien soldat, comme vous dites, et puis ancien agent de sécurité. Je voulais aussi rebondir juste par rapport à l'intervenant de tout à l'heure qui a parlé de gens qui n'avaient plus de salaire. Je voudrais aujourd'hui attirer l'attention de tout le peuple sénégalais, particulièrement des autorités, pour dire que c'est le cas en majorité dans le secteur du gardiennage, où beaucoup d'agents de sécurité aujourd'hui n'ont plus de salaire par rapport à ces problèmes-là, du fait de ces problèmes-là, de la saisie, de la quantité insaisissable dont je à parler. Maintenant, pour ce qui est donc du cas que nous avons eu à vivre, nous avons été licenciés en 2009 d'une grande société de sécurité de la place et nous avons reçu effectivement un virement qui constituait soi-disant des dus. Donc, quand cet état de choses est arrivé, nous sommes rapprochés de la banque et la banque a bloqué d'abord notre compte. C'est-à-dire vos indemnités de licenciement. Effectivement. Donc, la banque immédiatement a bloqué le compte. Et je leur ai demandé si je pouvais d'abord prendre une partie et puis qu'ils gardent par devers l'autre partie. Ils m'ont dit que non, c'était pas possible. Et j'ai demandé si, avec le montant qui était sur place, je peux le dire, 1,8 million, est-ce que ça me garantissait effectivement un paiement mensuel
de mes dus. Ils ont dit on va couper comme d'habitude jusqu'à... Ça me faisait pratiquement 22 mois de cotisation, de remboursement. Et vous remboursiez combien par mois? À peu près 80 000 francs par mois. D'accord. Donc, et ça me couvrait sur 2 ans. Bon, grande a été ma surprise de constater qu'au bout de 2 mois, la banque avait tout pris. Et quelques mois plus tard, on m'amène directement une sommation pour que je paye dans un délai de 8 jours la somme de 2 140 000. Mais le plus fort, M. Diouf, c'est que nous sommes là en présence, par exemple, on m'a saisi, on m'a sommé de payer, comme on dit en pénal, par rapport, c'est une infraction impossible. Parce que la banque me reproche d'avoir fait un prêt de 1 975 000, remboursable en 36 mensualités, qui m'a été accordé le 31 mars 2004. Donc ça veut dire que en 2007, j'ai fini de payer ce prêt-là. Et en 2007, de 2004 à 2007, tout mon salaire passait par la banque. Donc vous vous rendez compte qu'en 2010, la banque me dit que je leur dois 36 mensuels, enfin je leur dois 2 millions qui sont issus de ce prêt-là, alors qu'ils ont eu tout mon salaire pendant 3 ans qui est passé par cette banque-là. Et en 2010, ils me réclament maintenant cet argent-là. Malheureusement, ils se sont embrouillés, ils m'ont fait une sommation à laquelle effectivement j'ai pas pu honorer. Et le tribunal même s'est trompé, parce que le tribunal même n'a pas constaté que il n'était pas possible pour moi de devoir cette somme-là, puisque tout mon salaire passait pendant 3 ans dans cette banque-là et qu'ils ont eu tous les mois à récupérer de 80 et quelques mille francs. Donc, mais là où c'est le plus important, c'est qu'effectivement, après ce prêt-là, nous avons eu à faire un autre prêt. Et que nous avons eu à faire un rachat en décembre 2008. Et pour dire la vérité, c'est cet argent-là que je dois à la CBAO. Donc aujourd'hui, la CBAO me saisit par rapport à de l'argent que j'ai déjà payé. Et ils ne savent même pas aujourd'hui ce que je leur dois en fait. Et ils m'ont entraîné dans toute une procédure judiciaire qui fait que aujourd'hui j'ai eu une signification commandement tendant à saisie-vente, un procès verbal de saisie-vente, une signification de vente et même un procès verbal de recollement. Bon, malheureusement pour eux, l'huissier a trouvé que même ce que j'avais ne pouvait même pas payer le déplacement du commissaire-priseur et que là on est en l'état. Bon, c'est moi qui me débrouille par honnêteté pour le peu que j'ai d'essayer de rembourser ce que j'ai par honnêteté vis-à-vis de nous-mêmes, vis-à-vis de notre éducation, vis-à-vis de notre statut. Entre-temps, vous avez trouvé du travail? Non, justement, parce qu'effectivement, j'ai été licencié par rapport à des problèmes syndicaux. Et vous savez, dans notre secteur, les syndicalistes ne sont pas les bienvenus. Ce qui fait que nous sommes obligés de nous débrouiller autrement, d'essayer de trouver quelque chose qui puisse nous permettre de vivre. Et pendant ce temps-là, je dois à la banque. Mais ce que la banque me réclame aujourd'hui, pour dire cette désorganisation qui existe même au niveau de cette banque-là, et cette malhonnêteté... Et vous estimez avoir déjà épongé votre dette? Par rapport à ce qui me réclame, c'est de l'argent que j'ai déjà payé depuis 2007. Parce qu'entre 2004 et 2007, et mon salaire passait par cette banque-là, et ils ont tout pris, et j'ai même fait un autre prêt par rapport à ça. Et maintenant, ils me réclament de l'argent que j'ai déjà payé. Vous comprenez? D'accord. Et pourquoi vous ne portez pas l'affaire devant la justice? En fait, j'ai dû porter l'affaire devant la justice pour effectivement clarifier la situation, pour leur dire que l'argent que vous m'avez réclamé, je l'ai déjà payé, mais je reconnais effectivement vous devoir quelque chose, mais suite donc à mon licenciement, que je ne peux pas encore honorer, et que dès que les moyens suivront, mais en attendant, je suis en train de payer petit à petit. Bon, la banque m'a convoqué pour me demander des mensualités qui étaient supérieures à ce que je payais quand je travaillais. Je leur ai dit que c'était pas possible parce que je pouvais pas, je travaillais plus. Donc c'était physiquement pas possible que moi je m'engage à payer une somme tous les mois, que j'essaie au petit bonheur de la chance de régler tous les mois, mais ça les a pas arrêtés. Ils ont donc introduit une procédure, effectivement, comme M. Cissé l'a dit, auprès du juge. Le juge est tombé même dans ce piège-là. Mais vous savez, par honnêteté, nous n'avons même pas fait appel de la décision du juge de justice parce qu'effectivement, à mon fort intérieur, je sais que je dois à la banque.
et que quel que soit Alpha, nous allons payer. Et c'est pour ça que nous avons même décidé de ne pas faire appel, et parce que le fait est que nous devons de l'argent, mais que nous ne pouvons pas le payer dans les conditions effectivement dans lesquelles on veut nous les faire payer. D'accord. Merci. Jean-Léopold Gueye, un militaire à la retraite qui travaillait dans une société de gardiennage, qui lui aussi a eu maille à partir avec une banque de la place. Et vous, au niveau de l'association, qu'est-ce que vous faites, Famara Ibrahima Cissé? Vous savez, c'est pourquoi aujourd'hui nous réclamons des banques à visage humain. Vous savez, aujourd'hui nous sommes dans un monde où on parle de la mission sociale de l'entreprise sociale. Vous avez une PME, une PMI, vous êtes au bord de la faillite. Normalement, la banque doit vous soutenir pour que vous retrouviez toute votre puissance. Malheureusement, les banques que nous avons ne se vouent pas à ça. Vous êtes étudiant, vous êtes bien, vous êtes brillant, vous devez pouvoir aller à la banque pour qu'elles vous soutiennent dans vos études après vous rembourser. Malheureusement, nos banques ne se vouent pas à ça. Vous savez, le rapport qui existe entre la banque et le client, c'est que au niveau de la banque, le plus grand usurier, c'est-à-dire le banquier qui se voue, n'est-ce pas, à la vente de l'argent à des taux exorbitants, c'est celui-là qui aura la promotion au niveau de la banque. Au moment où les clients ne cherchent qu'à améliorer leurs conditions de vie. Et le contrat n'est pas un contrat d'égal à égal. Les banques sont des dinosaures financiers qui ont les moyens de leur politique, qui ont les moyens de corrompre, qui ont les moyens de prendre un avocat et de soutenir un procès. Les clients n'ont pas ces moyens-là, malheureusement. C'est pourquoi nous demandons à ce qu'il y ait une chambre spéciale au niveau du tribunal pour que tous les contentieux bancaires soient traités le plus rapidement possible. Ça, c'est un. Deuxièmement, que les magistrats soient très bien formés. Parce qu'en réalité, nos magistrats en matière de banque ne s'y connaissent pas. Ce sont des profanes en matière de banque. C'est pourquoi nous réclamons de l'État, parce que c'est ça en fait les mesures d'accompagnement de la bancarisation. Il faudrait que ces magistrats-là soient très bien formés pour qu'ils puissent trancher les questions, n'est-ce pas, de justice. Famara Ibrahima Cissé, président de l'association des clients et sociétaires des institutions financières actifs, invité de questions d'actualité de ce samedi. Monsieur Cissé, votre association dénonce également les agios payable une fois tous les 3 mois. Vous estimez que c'est un vol. Pourquoi? C'est un vol. Vous savez, il y a des banques même. Vous allez à la banque, on vous dit les agios sont mensuels, mensualisés 3 000 francs, ou bien le trimestre, vous allez payer 9 000 francs. Mais au finish, vous allez voir que vous allez payer quelque chose comme 22 000, 25 000, 26 000 le trimestre. Et il y a des banques même où le banquier ou bien la banque de manière unilatérale a pris la décision d'augmenter les agios pour les faire passer de 3 000 francs à 4 000 francs. C'est inadmissible. Donc il n'y a pas d'uniformisation. Il n'y a pas d'uniformisation. Vous savez, c'est pourquoi je disais qu'avec la bancarisation, il faudrait qu'il y ait des mesures d'accompagnement. Toute opération bancaire impacte sur les agios. Et il y a une forte demande des retraités qui nous disent que leur pension, minime qu'elle soit, passe à la banque. Et au trimestre, la banque leur coupe des agios. C'est pourquoi nous réclamons à ce que ces retraités-là soient exonérés d'agios. À défaut même de diminuer ces agios-là, nous demandons à ce que les retraités soient exonérés d'agios. Ça, c'est un. Deuxièmement, nous demandons à ce que les retraités ne fassent plus le rang dans les banques, parce que c'est des retraités du 3e âge. Ils ne peuvent pas faire le rang. Vous voyez, vous entrez dans une banque, toute la journée, un seul guichet fonctionne. Les retraités, les clients poireautent pendant des heures, perdent énormément de temps. Les retraités aussi, une autre doléance, c'est qu'ils n'ont pas accès aux prêts. Ce n'est pas normal. Les banques doivent élargir dans leur convention l'assiette de prise en charge des assurances. Parce qu'ils disent que vous allez là-bas, vous êtes retraité ou bien au bord de la retraite. Oui. La banque vous dit, je ne peux pas vous donner un prêt. Ce qui est inacceptable. Alors que tous les mois, on leur coupe des agios. C'est une discrimination qu'on donne les prêts aux retraités. Ils ont 55 ans ou 60 ans. Ils sont en forme. Ils veulent créer de l'emploi pour ce pays. Ils veulent développer ce pays-là. Ils ont de l'expérience qu'on leur octroie le prêt qu'il faut pour qu'ils puissent travailler au nom de ce pays. Ça, c'est de fortes réclamations que nous envoyons aux banques. Adama Émilie Diouf, bonjour. Bonjour. Comment vous allez? Ça va bien, merci. Endetté? Oui. Alors, expliquez-nous votre problème. Je suis sociétaire d'une banque. Tout d'abord,
Oui, allez-y, on vous écoute. Voilà, je m'excuse. Bon. Tout part d'un prêt que j'avais contracté dans une banque en octobre 2011. Le montant du prêt était fixé à 2 millions de francs CFA remboursables en 36 mois. Mais avant que le prêt ne soit disponible, la banque m'avait prêté 1 million de francs CFA car j'étais dans une situation d'urgence. Une fois que le montant est viré dans mon compte, la banque a automatiquement retiré ces 1 million et a versé le reste de l'argent dans mon compte. C'est ainsi que j'ai retiré 280 000 par carte GAP à l'Ecobank, parce que là où je suis, il n'y a pas cette banque ici. Bon, je l'ai récupéré par carte GAP à l'Ecobank. Et il restait 650 000 dans le compte. J'ai appelé à la banque pour leur signifier que les 650 000 devraient servir d'acompte. Leur agent qui était à laquelle je l'ai appelé, il m'a confirmé que les 650 000 ne pouvaient pas servir d'acompte, mais plutôt virer dans un compte d'épargne. Bon, et pour cela, je devrais lui remettre la photocopie légalisée de ma carte d'identité nationale. Chose faite, en novembre 2011, j'ai appelé la banque pour solder mon prêt. Le même agent me dit que je ne pouvais pas le faire dans cette période car la banque ne l'acceptera pas. Alors que vous vouliez solder votre compte? Bien sûr, c'est ça que je voulais faire. Bon, en juin 2011, je suis partie là-bas. Quand j'ai pris la ferme décision de solder le prêt, le chef d'agence me dit que les 650 000 ont été retirés par le chèque le numéro 801-8002. Et qui a retiré ce chèque? Juste quand il a recherché dans sa machine, il m'a dit que c'était son agent qui l'a retiré. Oui, je lui ai demandé où est l'agent, il m'a dit que bon, nous on a viré les deux agents. Je lui ai dit non, vous avez viré les deux agents, il m'a dit oui. Bon, je précise que le chef d'évangile, que je lui ai demandé de me donner la photocopie, bon, il avait refusé d'abord. Mais dites-moi, Adama Émilie Diouf, pourquoi vous n'avez pas porté plainte? Là, j'ai porté plainte. D'accord. J'ai porté plainte le 3 novembre au tribunal, ici, là où je suis, ici à Kolda. Oui. Bon, ils m'ont dit que comme les choses se sont déroulées à Vélingara, alors c'est leur tribunal qui gère ça. Bon, ils ont envoyé le dossier à Vélingara. Oui. Jusqu'à présent, depuis le 3 novembre 2012, j'attends la réaction du tribunal. Jusqu'à présent, rien. Très bien. C'est bon, j'ai contacté le président de l'association des banques, M. Famara Cissé, oui, qui lui-même a tenté de joindre le chef d'agence, mais il a toujours refusé de répondre aux nombreux appels de celui-ci. Très bien. Et comment vous vivez maintenant? Moi, je dis, ils ont volé mon argent, je continue tout le temps à payer le prêt. Ils sont en train de couper leur argent. Hein? Ils sont en train de prendre leur argent jusqu'à présent, bon, rien. Très bien, très bien. Oui. Adama Émilie Diouf, oui, merci, merci. Merci, il nous reste juste quelques minutes encore à passer ensemble. En quintessence. Famara Ibrahima Cissé, oui. C'est la banque qui a recruté ces agents sur la base de je ne sais quelle moralité. Si ces agents-là commettent des malversations... C'est un cas de vol ici. C'est un cas de vol. La femme a été volée par la banque. Et la banque lui demande d'aller poursuivre... Par des agents de la banque. Et la banque, constatant les faits, lui demande d'aller poursuivre ces agents-là. Mais au nom de quoi? La femme n'a pas confié son compte à ces gens-là, mais plutôt à la banque. C'est à la banque de rembourser la femme et d'aller poursuivre ces agents. C'est ça la procédure normale. Nous avons interpellé sur cette question-là le médiateur des banques et le médiateur a tranché en faveur de la banque. Mais malheureusement, son rôle ne se limite qu'à la médiation. Et la banque a refusé catégoriquement, jusqu'au moment où je vous parle, de payer la banque. La dame a porté plainte
à la banque et jusqu'à présent, la procédure tarde. C'est pourquoi je dis nous devons avoir une chambre spéciale avec des magistrats très bien formés pour, n'est-ce pas, régler ces contentieux bancaires-là. Parce qu'il y a beaucoup d'injustice. Si le client est libre d'adhérer à la banque de son choix, il n'est pas, par contre, libre de la quitter. Les banques sont aujourd'hui devenues des prisons pour les clients. Vous voulez adhérer dans une institution financière, toutes les portes vous sont ouvertes. Le compte même vous est gratuitement donné. Vous êtes amadoué par la banque. Mais dès lors que vous y entrez, vous émettez vous découvriez tout le fonctionnement usuraire de l'institution bancaire, vous émettez le vœu de quitter la banque, elle vous crée tous les problèmes du monde. C'est la croix et la bannière. Et il y a des frais de clôture de compte. Très bien. D'abord, la banque vous demande de payer le certificat d'engagement. Qu'est-ce que le certificat d'engagement? C'est un simple papier qui atteste de l'état de votre compte, qui vous dit que vous devez tant à la banque. Imaginez-vous, à la fin du mois, vous allez à la boutique pour payer votre bon. Le boutiquier vous dit, le papier que je vais vous fournir pour vous dire que vous me devez tant coûte 58 500 francs à la banque. Vous payez ce papier, vous remboursez l'intégralité de votre prêt, parfois même avec les intérêts à échoir, c'est-à-dire que les intérêts à venir, avec des pénalités à l'appui, 10% du prêt, vous payez tout. Vous voulez partir de la banque, vous dites non, il faudra aussi payer le certificat de non-engagement. Un autre papier qui dit que vous ne devez plus rien à la banque. Mais vous payez le boutiquier à la fin du mois, c'est au boutiquier de vous donner le reçu attestant que vous avez payé. Mais ce papier-là encore coûte 58 500 à la banque. Vous payez ce papier, vous voulez partir, la banque vous dit non, avant de partir, vous allez clôturer votre compte. Des frais de clôture de compte qui s'élèvent à 23 000, 25 000. Vous payez avant, la banque refuse pendant 2-3 mois de vous donner le certificat de non-engagement que vous avez déjà payé. Vous voyez, c'est pourquoi M. Jack l'a dit, le militaire a dégainé son arme à la B6 pour réclamer son certificat de non-engagement. C'est pourquoi? Parce que c'est l'État qui ferme les yeux, qui laisse les banques faire ce qu'elles veulent. Les banques aujourd'hui sont devenues des prisons pour les clients. Personne ne peut quitter sa banque s'il ne paye pas une coquette somme de 150 à 160 000 francs. C'est inacceptable, c'est inadmissible. Aboubakry Diallo, bonjour. Bonjour, M. Diouf. Alors, vous êtes le secrétaire général de la section coldoise de l'Alliance démocratique des enseignants du Sénégal, c'est bien cela? Oui, c'est bien ça. Et vous avez beaucoup de cas de contentieux avec les institutions financières? Ah oui, c'est une centaine. Oui, et rapidement. Oui, donc d'abord je salue au passage mon ami et frère, le président de la FID, M. Cissé. Merci. Et ensuite, je vais m'en présenter sur 4 axes rapidement. Très rapidement, oui. Oui, rapidement, c'est-à-dire proprement dit au crédit qu'on nous contractons au niveau des microfinances. Donc là, il y a le taux élevé qu'a dit M. Cissé là-bas, puis le remboursement par achat d'une autre banque. Là, il y a un sérieux problème. Donc, c'est-à-dire, si une banque veut racheter votre prêt au niveau de la microfinance locale ici, et cité d'ailleurs par mon aîné, M. Jack, donc vous m'évitez de donner le nom, en tant que syndicaliste, vous avez pu être plus direct. Mais donc, on vous demande d'abord de payer des intérêts à échoir. C'est-à-dire, si vous prenez un montant de 500 000 francs en 2012, et par chance, une autre banque vous donne la possibilité de racheter votre prêt là, ils vous disent, ok, vous devez payer donc les intérêts parce que vous avez contracté le contrat jusqu'en 2015, donc vous allez payer des intérêts jusqu'en 2015. Sans compter au prêt là, vous avez eu à payer pendant une année. Donc, ils écrivent le contrat comme si vous n'avez jamais payé 5 francs dans cette microfinance. Donc, ils reportent les 500 000 plus les intérêts jusqu'en 2005. Vraiment, ça nous pose problème ici. C'est le dossier qui rencontre beaucoup de nos collègues enseignants. Les frais de dossier très élevés. Et pour parler de frais de dossier, chaque enseignant a son prêt au niveau de cette microfinance. Il n'y en a qu'une seule feuille qui nous coûte 45 000 francs. Une seule feuille qu'on nous demande de signer. On la reconduit dans le dossier. On vous demande de payer 45 000 francs de frais de dossier. C'est une aberration. Et l'autre volet, sur la caution. Là, c'est un autre client qui vient, qui a son compte au niveau de cette microfinance, qui prend son engagement à 40. Alors, donc, il le montre un dossier, ils lui disent, bon voilà, on vous attribue 1 million, mais pour posséder votre argent, d'abord vous allez apporter un apport. Ensuite, vous allez trouver un enseignant qui a domicilié son salaire au niveau de la microfinance pour vous garantir, il serait donc votre cautionnaire.
là, ils nous mettent à mal avec nos propres parents. C'est soit ton oncle, ta tante, ta soeur, c'est eux-mêmes qui nous orientent vers nous, les enseignants. Et cette dernière, ou ce dernier vient, vous dit, voilà, mon petit-fils, ou de mon fils, j'ai pris là-bas 1 million, on me demande, vous avez un salaire là-bas, comment il le sait? Bon, là, tu te poses des questions, tu es obligé donc de consentir à sa volonté. Et si vous le faites, à la fin du mois, on bloque votre salaire, on dit que parce que celui que vous avez cautionné n'a pas payé. Il faut nous décider. Mais c'est une vérité. Ici, à côté. Donc, et ensuite, il faut négocier avec eux. Aucun enseignant, là sont les enseignants qui vont à la fin du mois traitement au guichet. Vous trouvez au niveau du gérant, vers son salon, plus d'une centaine de personnes en train d'attendre. Et ce dernier n'est jamais là à Kolda, il n'a jamais fait 10 jours ici dans son bureau. Il est entre Tamba et ailleurs. Donc, même à la Tabaski, il a pris 4 jours. Nous étions donc, on avait le crédit local ici qui est né dans cette région. Beaucoup d'enseignants n'allaient pas célébrer. Très bien. Très bien, merci. Je vais terminer, excusez-moi monsieur, c'est important. Oui, allez-y rapidement. Voilà, donc je voulais dire que toutes ces difficultés nous ont permis, nous, de mener des actions de concert avec la CIF là-bas, représenté par le président. Nous avons interpellé et invité ici même à Kolda le médiateur de l'Observatoire des finances, dont au passage je salue M. Racine Sy et Mme Dao et Kam, avec qui nous travaillons pour prendre en bras le corps les dossiers que nous avons. Mais ce que je voulais terminer, c'est de demander de revenir à Kolda pour faire une évaluation des actions menées. Parce que c'est vrai, il y a des dossiers à l'instance, il y a des dossiers déjà réglés, mais il y a aussi beaucoup d'autres nouveaux dossiers qui sont ajoutés aux dossiers que nous avions et qui sont encore beaucoup plus sérieux que ça. Je vous remercie, Monsieur Diallo. Merci beaucoup. Alors, Famara Ibrahima Cissé, très rapidement, il nous reste juste 2 minutes, oui. 2 à 3 minutes. Aboubakri est un frère. Nous avons eu à travailler ensemble. Je le remercie au passage. Donc, ce qu'il a dit, c'est la vérité. Vous savez, les clients sont humiliés aujourd'hui dans les institutions financières. Dans le Kolda, nous avons assisté à un décès où, n'est-ce pas, la microfinance, les représentants de la microfinance sont venus pour dire que tant que le défunt, n'est-ce pas, les parents du défunt ne remboursent pas le prêt qu'il avait contracté, le cadavre sera, la dépouille ne sera pas enterrée. Vous voyez ces cas de figure-là? Je parle de Samba Fall, ceux qui sont dans le Kolda, dans le Ziguinchor. Ne donnez pas de nom, s'il vous plaît. C'est le nom commun. Vous savez, il y a des microfinances à qui on a retiré l'agrément et qui continuent à fonctionner jusqu'au moment où je vous parle. Ça, c'est parce que l'État n'a pas été vigilant. Ces microfinances-là sont, et ces microfinances, je pense qu'elles sont en complicité avec des agents de l'État. Parce qu'elles coupent à la source. Ça, c'est extrêmement grave. Alors, on va prendre notre dernier appelant au téléphone. Marie-Louise Mendy, bonjour. Bonjour. Alors, expliquez-nous très rapidement votre problème avec les banques. C'est ce que tout le monde a dit. Hein. J'ai suivi l'émission du début à la fin. Oui. Et c'est le même scénario. J'ai été victime de ces genres mais mon problème a été très, 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 très grave. Et là, jusqu'à présent, ça fait presque 6 ans, je souffre de ça. Et c'est venu d'une institution, d'une banque de la place, dont j'étais avec lui depuis 2007. Je n'ai jamais eu de problème avec lui, mais il a fallu que je contracte un crédit pour élargir mon activité. Donc, ces derniers m'ont traîné durant 9 mois. 9 mois, sans me dire rien. Ils m'ont demandé tous les papiers qu'il fallait. J'ai tout donné, mais jusqu'à présent, ils n'arrivent pas à me donner, à me dire le pourquoi ils ne peuvent pas m'octroyer ce crédit-là. Et ils m'ont fait engager, à la longue, ils m'ont fait engager même parce qu'il y avait des urgences. Ils m'ont fait engager des dettes. Des dépenses. Des dettes, parce que je voulais ouvrir d'autres structures. Là, ils m'ont dit, va voir des fournisseurs, tu prends le matériel, ainsi de suite, et nous, après le prêt, on paye. Et c'est ce que j'ai fait. Et au finish, il n'y avait pas d'aboutissement. Donc j'étais dans le pétrin et j'étais obligée de clôturer mon compte. Et pour clôturer même ce compte-là, c'était la croix et la bannière. Ouais. Donc déjà, ils m'ont fait du tort. Maintenant, pour quitter la banque, c'était encore plus difficile. Et là, j'étais obligée d'aller voir un avocat. Et c'est cet avocat-là qui m'a dit, franchement, madame, si vous voulez mon conseil, quittez cette banque-là, parce que c'est un mauvais signe. Très bien. C'est ça qui m'a fait quitter la banque. Immédiatement, je suis retournée voir une autre banque.
Ils m'ont amadoué, et là, ils m'ont donné rapidement ce que je voulais à la banque d'où je venais. Ils l'ont fait, mais après 2 ans après... les problèmes commencent. Commencent encore. Donc, à la longue, c'est toutes les institutions financières, à la longue, c'est la même chose. Ils sont pourris. Ils nous pourrissent la vie. Oui. Nous essaierons d'avoir dans ce studio ces institutions financières pour faire bonne mesure. En tout cas, merci beaucoup, Madame Marie-Louise Mendy, d'avoir témoigné. Alors, Famara Ibrahima Cissé, votre dernier mot. Voilà, c'est de l'arnaque. Je redonne mon numéro de téléphone. C'est le 77 904 14 98. Permettez-moi de rebondir sur un seul problème, c'est-à-dire les pannes de réseau. Oui, vous savez, qui sont souvent hors service et vous estimez que les banques doivent réparer ces préjudices. Réparer ces préjudices. Parce que panne de réseau pendant 3 jours, de Ziguinchor à Kolda en passant par Sédhiou, c'est extraordinaire à la limite même. C'est une injustice. L'épargne obligatoire qu'on impose aux clients. Une épargne est supposée être facultative et majorée à un taux d'intérêt. Malheureusement, l'épargne dans certaines institutions financières est obligatoire. Vous épargnez obligatoirement. Même si vous avez un problème, vous venez pour prendre l'épargne, la banque vous dit en lieu et place, je vous donne un découvert. Nous n'avons pas évoqué la question des découverts. Je vous donne un découvert moyennant des intérêts. C'est cette même épargne que la banque prend pour vous donner ça sous forme de découvert avec des intérêts à l'appui. C'est une injustice. Les banques devraient avoir un visage humain. Vous vous rendez compte, à la fin du mois, tous les salariés sont stressés. Et aujourd'hui, il est démontré scientifiquement que le stress impacte, n'est-ce pas, sur la longévité. Est-ce que vous voyez, les clients n'ont plus cette longévité-là. Très bien, très bien. Vous voyez, c'est dommage, nous sommes malheureusement au terme de cette émission, Monsieur Famara Ibrahima Cissé. Il y a beaucoup à dire. Voilà, président de l'association des clients et sociétaires des institutions financières ACSIF, invité de questions d'actualité à la technique Ouleili et Ndiagassar, au CDM Omar Sow, devant ce micro Michel Diouf, nous vous saluons.